Tout de suite, le combat non violent de deux hackers pour la liberté numérique des biens culturels. Berlin, musée d'histoire naturelle. L'immense squelette d'un brachiosaure fait la fierté des lieux. Jalousement gardé, il ne devrait pourtant pas continuer à prendre la poussière si le projet de deux artistes allemands se concrétise. Nikolai Nelles et Nora Al-Badri sont des braqueurs de données. Objectif du prochain casse, filmer sous tous les angles le célèbre brachiosaure pour mettre ensuite les données en libre accès sur le net. Nous voulons faire entrer les musées dans l'ère numérique. Les musées appartiennent d'abord aux citoyens. Il faut qu'ils puissent les réinvestir et agir sur leur mode de fonctionnement. Dernier test avant la mise en ligne. Le succès de l'opération repose sur la qualité des prises de vue. Au musée, les photos sont autorisées, mais la taille de la perche à selfie peut éveiller les soupçons. J'ai l'impression de faire la poussière. On verra combien de temps ils nous laisseront avant de confisquer la perche. Ils vont forcément sentir l'embrouille. Ce squelette de brachiosaure a longtemps été le plus grand du monde. Il a été découvert en Tanzanie, à Tandaguru, qui est probablement le principal site fossilifère de la planète. La région a été successivement contrôlée par les Allemands et les Britanniques, qui se sont appropriés 250 tonnes d'ossements. Aujourd'hui, on ne trouve plus un seul squelette de dinosaure en Tanzanie. En cas de réussite de l'opération, les deux Robins des Bois du musée pourraient exposer une réplique du dinosaure en Tanzanie. Détendus, ils ont la conscience tranquille. On ne fait rien d'illégal. Et notre action s'inscrit clairement dans une démarche éthique. Pour des raisons juridiques, nous n'avons pu filmer l'action in situ, d'où ces images d'archives. Mais voici le récit de la visite. Nikolai sort sa perche à selfie et se met à filmer. 10 secondes plus tard, un gardien lui ordonne de la remballer. L'action de libération a échoué. Notre installation risquait de détruire le squelette. Ce n'est évidemment pas le but, puisqu'on veut le rendre plus accessible. Et avec les outils numériques, c'est tout à fait envisageable. On ne peut même pas nous reprocher de trahir une prétendue pièce originale, puisque même le squelette du musée ne contient que 60 à 70% de vrais os. Le reste relève aussi d'une forme de fiction. Pour l'instant, les artistes manquent d'images de bonne qualité, condition essentielle pour calculer les données du squelette et fabriquer une réplique. C'est une manière d'augmenter la valeur culturelle. D'ailleurs, on se considère comme des protecteurs du patrimoine. C'est aussi la prétention des institutions. Mais on se demande de quelles menaces elles veulent protéger les pièces. Nous, on pense que la muséification ne conserve que des objets sans vie. Nora et Nikolai n'en sont pas à leur premier coup d'essai. En 2015, ils avaient déjà organisé la fuite numérique du buste de la reine égyptienne Néfertiti. Les deux artistes s'inscrivent dans une mouvance d'activistes qui se rendent dans les zones de conflit pour y numériser des biens culturels en péril. Des initiatives qui permettent de sauvegarder les données des œuvres, à défaut des pièces originales. On travaille essentiellement sur des données. On pourrait appeler ça du technopatrimoine. Ça révolutionne l'accès aux biens culturels et pose non seulement la question de l'œuvre originale, mais aussi de sa propriété. Nous considérons que des données numériques n'appartiennent à personne. Pour capturer la sculpture, les deux artistes se sont introduits au musée de Berlin avec des scanners portables et ont réussi à faire le tour du buste de Néfertiti sans se faire remarquer par les gardiens.
Ensuite, ils ont mis en ligne sur un site dédié les fichiers d'impression 3D sous licence libre. Tout le monde peut désormais les télécharger. Résultat, les répliques de Néfertiti prolifèrent. Il est possible d'imprimer le buste en 3D, de le colorier, d'en faire des moules. Nora et Nikolai ont eux-mêmes imprimé et moulé plusieurs exemplaires et sont partis en voyage avec les 2 spécimens les plus réussis. Destination, le désert égyptien, où l'un des bustes a été enterré, puis déterré dans une mise en scène imitant les vidéos de fouilles sauvages qu'on trouve sur Internet. Une manière de semer le doute sur l'origine de l'œuvre. Le dinosaure devrait avoir un destin assez proche. On fera certainement encore une fois une intervention sur place, tout en nous servant par ailleurs des opportunités de l'espace virtuel. On a bien vu ce que ça a donné pour le projet Néfertiti. Si on avait simplement publié les données, on en serait resté à un manifeste pour l'open access. Mais y associer une action physique change la donne. Après avoir divulgué le canular de la mise au jour d'un 2e buste, les artistes ont exposé leurs pièces dans un musée du Caire. La réplique n'était pas défendue par des vitres blindées et pouvait être touchée par les visiteurs. Beaucoup d'Égyptiens ont alors vu pour la première fois le célèbre buste. On touche aussi au débat sur la restitution des œuvres. Ce buste appartient-il aux Allemands ou aux Égyptiens? Notre action visait à proposer un nouvel angle d'approche. À terme, il devrait également être possible de télécharger le brachiosaure. Les artistes ne dévoilent pas toujours les sources qui leur fournissent les nombreuses données. Est-ce que le buste de Néfertiti a uniquement été scanné ou est-ce que des fichiers, jalousement gardés par le musée, ont été directement piratés? Selon les spécialistes, un scanner portable n'aurait jamais pu produire une telle qualité. Nous avons été au musée et nous avons fait des scans, c'est certain. Mais il est tout à fait possible que les données nous aient échappé par la suite. Peut-être que le serveur a été piraté. Peut-être qu'il y avait une taupe, quelqu'un de l'équipe de nettoyage par exemple. Ou alors c'est un énorme canular. Tout est possible. Après l'exposition au Caire, le buste a de nouveau été enterré.